Voilà, merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'aimerais tout d'abord reconnaître dans la salle Monsieur Moïse Amselem, président de la Fédération séfarade du Canada et il nous a aidés dans cette séance d'aujourd'hui. Monsieur Edmond Elbaz, président de la synagogue Spanish and portugaise, et son frère, mon ami, monsieur Henri Elbaz, président de la communauté séfarade unifiée du Québec. Également mon ami monsieur Salomon Oziel, président de l'école Maïmonide. Et j'aimerais reconnaître parmi nos amis ici, Pascal Derry et monsieur Robert Liebman. Alors, normalement, nous avons demandé... C'est trop fort? Et sans micro, vous m'entendez? Vous charriez, là. Alors, ça va comme ça? À cette distance, ça va? Désolé, j'ai une voix qui porte. Bon, alors, nous avons parmi nous également un ancien ministre et un ambassadeur, pas notre conférencier, mais M. Mokhtar Lamani, qui a été également ambassadeur aux Nations Unies. Et nous avons l'honorable Stephen Blaney, qui est député du Parti conservateur, ancien ministre et candidat à la chefferie du Parti conservateur. Je vais, avec votre permission, accorder 3 minutes à M. Blaney, qui veut parler de M. Shimon Peres. Merci beaucoup, Charles. Alors, bonsoir et soyez sans crainte. Je ne danserai pas et je ne chanterai pas, alors pas besoin d'évacuer la salle. Je veux simplement remercier le comité organisateur du Festival Séfarade pour venir au nom du Parti conservateur ajouter ma voix à celle de tous les Canadiens et Canadiennes qui ont été peinés du départ de M. Peres, un des pères fondateurs de la nation d'Israël. Vous savez, pour moi, M. Peres incarne l'idéal israélien de savoir se faire respecter, mais aussi de savoir tendre la main. Et j'ai eu la chance d'assister à une de ces conférences lorsque j'étais ministre de la Sécurité publique au Negev, dans une conférence sur la cybersécurité. Et j'ai été témoin d'une chose dont nous, les politiciens canadiens, nous rêvons, c'est qu'il captivait son audience, qui lui vouait un respect. Et c'est quelque chose que je souhaite qu'au Canada, un jour, que l'on ait le respect à l'égard des politiciens qui ont servi le pays, parce qu'on a tendance à les reléguer aux oubliettes. Mais je veux aussi vous dire que je suis content pendant 10 ans d'avoir servi avec un ami de M. Peres, j'oserais dire, et quelqu'un qui m'a appris que le Canada, ça doit être un allié inconditionnel, un partenaire et un ami sans faille d'Israël. Et bien sûr, c'est Stephen Harper. Et j'aimerais simplement vous dire... Il le mérite. M. Harper a rendu un très bel hommage à Stephen Harper et permettez-moi simplement de citer ce qu'il disait. No matter his title, a deep moral constancy lay beneath, born from an incurable faith in the Zionist dream and a vision of a confident Jewish state that was successful at home and at peace with the world. He was Israel's indispensable man, a leader whose participation in the political arena was driven not by what would bring personal glory, but what his country needed to be done. Donc, M. Peres a toujours pensé aux intérêts de la nation et M. Harper dit que M. Peres a laissé une nation en héritage. For those who dwell beyond its borders, Israel itself is a reservoir of hope, a promise, however contested, that peace and liberty can survive under even the most unhospitable of circumstances, so long as there are those willing to defend it. Peres' biography is an essential chapter in this inspiring story of human achievement. Alors, pour moi,
M. Harper a bien incarné la reconnaissance que l'on devait à M. Pérez. Et M. Pérez avait aussi dit que le Canada se distinguait pour sa capacité à bâtir des ponts et favoriser les rapprochements sur la scène internationale. Et plus que jamais, je crois, et j'espère que c'est le rôle que nous aurons comme Canadiens à jouer pour Israël, pour notre ami, pour le peuple israélien. M. Pérez disait, je mentionnais tout à l'heure à Pascal, que je salue également mes amis Robert Lippmann. On a fait la guerre de tranchées ensemble et je vous en remercie. There are no hopeless situations, there is only hopeless people. Et la plus belle leçon pour moi d'avenir que nous laisse M. Pérez, là, le mot d'espoir, c'est de toujours s'accrocher à son rêve. M. Pérez peut-être n'aura pas vu ce rêve-là se réaliser, mais je pense qu'ensemble, nous pouvons l'aider à accomplir cette paix possible. Merci beaucoup, Shimon Pérez. Shalom, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup à l'honorable Stephen Blaney. Écoutez, personne ne voudrait assister à mes funérailles demain matin, non? Parce que j'ai oublié de nommer quelqu'un, il va me tuer. C'est mon ami Eliaou Benchetrit, qui est de la Fédération séfarade du Canada. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Qui parmi nous n'est pas fier de ce qu'Israël a pu accomplir à date? Que l'on soit de gauche ou de droite, on peut affirmer haut et fort qu'Israël est le phare de la démocratie dans un Moyen-Orient en constant bouleversement, et le pays qui, par ses inventions et ses avancées en matière de santé, de technologie, arrive à régler plusieurs des problèmes que l'on retrouve en plusieurs points de notre planète. Shimon Peres était de ceux qui voulaient que son pays brille au firmament de la gloire, non pas la guerre, mais la réussite économique. Et Shimon Peres, tout comme Yitzhak Rabin, homme de paix, Ohev Shalom, Verodef Shalom, cherchait la paix, la sérénité, la fin des effusions de sang, qu'ils soient juifs ou arabes. Je n'ai ni l'intention et encore moins la prétention de vous parler de celui qui fut et qui restera l'un des pères fondateurs d'Israël. Je vais laisser cela à notre conférencier de ce soir, monsieur l'ambassadeur Yehuda Lankri, que vous allez me permettre de vous présenter. Yehuda Lankri est natif de Boujad. Eh bien, il est né à un jet de pierre d'Ouedzem, village où naquit David Amar. Et il faut admettre que cette région du Maroc est une pépinière qui nous a offert de grands personnages, David Amar et Yehuda Lankri. Enfant, Yehuda a fréquenté l'école primaire de l'Alliance à Boujad. Il a fait son secondaire au cours complémentaire de Casablanca, secondaire inachevé, en raison de son aliyah en décembre 1964. Arrivé en Israël, il rentre à l'école technique de l'armée de l'air pour en sortir comme mécanicien d'avion. Il se fait remarquer par Shlomo Elbaz, qu'il envoie en France en tant que jeune pionnier de la jeunesse juive, et là, il décroche avec brio son doctorat en littérature française à l'université de Sophia Antipolis de Nice. On revient à la maison, il se fait élire maire de Shlomit, ville qu'il administrera pendant 9 ans, avant d'être appelé par David Lévy, alors ministre des Affaires étrangères, a occupé le poste d'ambassadeur à Paris sous le règne de François Mitterrand et le début de la Chiraquie. À l'issue de son mandat de 4 ans et de retour au bercail, Yehuda Lankri se fait élire à la Knesset où il sert comme vice-président du Parlement et président du comité d'éthique. David Lévy, ayant retrouvé en 1999 son portefeuille de ministre des Affaires étrangères, il rappelle Yehuda Lankri et il le nomme ambassadeur auprès des Nations Unies sous le mandat de Kofi Annan, avec lequel il a su tisser des liens profonds d'amitié jusqu'à ce jour. D'ailleurs, dans son livre « Le messager meurtri », Yehuda raconte de manière très personnelle la solitude d'Israël aux Nations Unies. En 2002, il achève son mandat, rentre en Israël, il décroche de la politique et devient président du conseil d'administration de la 2e chaîne de télé en Israël.
Mais l'enfant de Boujade n'a pas oublié son alma mater. Et le voilà ambassadeur itinérant de l'Alliance israélite universelle pour la promotion de ses activités, mais également, et grâce à sa verve et à son charisme, pour alimenter les caisses de l'Alliance. Yehuda va certainement m'en vouloir parce que, modeste comme je le connais, il aurait souhaité que je n'en dise pas autant. Mais c'est mon rôle de le présenter comme il se doit. J'aimerais enfin souligner l'absence ce soir d'un grand ami de Yehuda, notre très regretté Joseph Benaroche, Began Aiden Menouhato. Mesdames, Messieurs, accueillez l'ambassadeur Yehuda Lankri. Monsieur le ministre, Messieurs les présidents, toutes associations confondues, Excellence l'ambassadeur Mortar Lamani, Monsieur le directeur général Dani Alamar, Mesdames et Messieurs, chers amis, je voudrais d'abord vous dire mon entière gratitude pour l'insigne privilège que vous me faites en m'accueillant à Montréal pour ce double hommage, celui d'hier soir à cette grande figure du judaïsme marocain, David Amar, leader historique du judaïsme du Maroc, et ce soir pour Shimon Peres, et ce faisant d'ailleurs me permettre, à travers ce séjour assez bref à Montréal, de retrouver quelques figures amies qui ont jalonné mon parcours durant presque une décennie au service de l'Alliance israélite universelle. L'envergure exceptionnelle de l'œuvre d'homme d'État de Shimon Peres, sa portée historique, en font certainement une figure de proue de l'Israël renaissant, l'Israël contemporain. Sa vie durant, Shimon Peres a eu à prendre des décisions déterminantes et à faire des choix décisifs. Il est inutile d'en désigner tout le faisceau, mais je voudrais me permettre de relever deux choix qui ont guidé la vie de cet homme. Le premier choix est celui de la vie en tant que telle. Peres est un amoureux de la vie. Le deuxième choix, c'est celui de la paix. En amoureux de la vie, Peres puisait son inspiration dans un psaume du livre de Tehillim, le psaume 34, qu'il avait hérité de son grand-père. C'est ainsi que lui-même l'avait confié lors de son 90e anniversaire, il y a donc 3 ans, à Jérusalem, devant un parterre d'invités assez impressionnant, dont Bill Clinton et Tony Blair, Barbara Streisand, devant une salle comble. Et il avait cité les versets 13 et 15 de ce psaume 34, où le psalmiste pose la question: qui est l'homme désireux de vie? Réponse: celui qui aime les jours pour y voir du bien. Mihu ha'ish et hafetz hayim, ohev yamim lirot tov. Et par la suite, sur mera ba'asetov, bakesh shalom verotfehu. Écarte-toi du mal et fais le bien, demande la paix et poursuis-la. Et quand on réfléchit à l'action et à la vie de Shimon Peres, on arrive à la conclusion qu'il a été profondément marqué par ces deux motivations. D'ailleurs, son fils Yoni, lors des funérailles de son père,
qui ont eu le retentissement que vous savez, avec la participation de chefs d'État et de gouvernement et de personnalités, a confessé que son père avait demandé que l'on inscrive en épitaphe sur sa tombe « Mort avant terme ». Alors pour le jeune homme de 93 ans qu'il était, ça semble friser la désinvolture. Mais ça confirme effectivement cette soif qu'il avait pour la vie, non pas simplement pour engranger les jours et se donner une vieillesse aussi respectable que possible, ce qu'il a réussi à faire, non pas simplement pour répondre à l'instinct humain, celui de vivre, mais il considérait que chaque jour qu'il vivait devait être traduit en action intense au service d'Israël, du peuple juif et de l'humanité. Quant à la paix, on sait quelle a été l'action de Shimon Peres. Il a mis en œuvre cette vocation dès que la situation d'Israël permettait ce passage à la paix. Parce qu'il fut un temps où Shimon Peres, bras droit de Ben Gurion, avait œuvré justement pour la défense et la sécurité de l'État d'Israël en premier lieu. Sur le désir de vivre de Shimon Peres, on a eu quelques témoignages, incidents. Par exemple, celui de Nicolas Sarkozy qui était en visite officielle, une visite d'État en Israël, en 2008, et qui était en admiration devant Peres, alors âgé de 85 ans, au point où il a eu une apostrophe affectueuse à l'endroit de Peres, lui rappelant qu'il était fasciné par sa longévité politique, ce que Sarkozy n'a pas eu d'ailleurs. Il l'a considéré comme étant intimement lié à ce choix de la vie de Shimon Peres, qui remonte en droite ligne à la recommandation de Moïse, « Uvaharta Bahaim, tu choisiras la vie », à son peuple, en vue de la terre promise. Je voudrais ici, en revenant à ce clin d'œil péressien sur la mort avant terme, Peres qui était d'ailleurs un être de langage, il était un être de langage débonnaire. Il jouait avec les métaphores, les aphorismes, les calembours, les mots d'esprit, à volonté. Et je fais le lien entre lui et une personnalité de son siècle, personnage contemporain qui était d'ailleurs lié à Shimon Peres et auquel on a rendu hommage le dimanche dernier justement à Paris. Il s'agit d'André Chouraki. Et je me demande dans quelle mesure l'idée de demander que l'on inscrive dans son épitaphe « Mort avant terme » ne tirait pas de l'idée de Chouraki lui-même, qui, dans son volume épopée « La mort fort comme l'amour », commence son ouvrage par ce constat. Toute vie commence au seuil d'une tombe, écrit-il. Et il a demandé à ce que l'on inscrive sur son épitaphe à lui, celle de Chouraki, « Mort de joie ».
Et ceux qui ont peut-être un jour l'occasion de regarder ça trouveront peut-être la chose inconséquente, mais lui avait tenu que l'on inscrive ces 3 mots. Il m'a donc semblé pertinent de partir de la tombe de Shimon Peres et de son vœu non exaucé pour essayer d'entreprendre cette petite croisière préliminaire à la reconnaissance de l'archipel Shimon Peres. Il est amoureux invétéré du temps, on l'a dit, et il indiquera aux curieux qui souvent l'interpellaient sur ce sujet, eux-mêmes admiratifs et par moments un peu jaloux de ce phénomène de longévité. Il répondait, vous savez, moi j'ai une montre, elle a bien un cadran, mais elle n'a pas d'aiguille. Et puis, je vous assure que je n'ai pas le temps de vieillir. C'était les réponses classiques de Shimon Peres. Peres se veut une machine à happer le temps, un optimiste foncier, pour marquer d'une trace profonde son champ d'action national et international, et il se met en visionnaire intrépide et introublé. Les germinations de notre paix interne et externe. À une journaliste qu'il interrogeait à la veille de son départ de la présidence de l'État, s'il se rangeait du côté des optimistes ou du côté des pessimistes. Peres répond avec un brin de placidité, les optimistes meurent, les pessimistes meurent, je préfère mourir en optimiste. Ma relation de travail avec Shimon Peres, elle est sous le sceau de la sympathie se solidifiant au fil des ans, en amitié, dépouillée d'ailleurs de toute entrave liée à une quelconque appartenance politique. Comme vous le savez, je n'appartenais pas au bord politique de M. Peres. Mais on a pu développer cette relation affectueuse qui remonte déjà à plus de 30 ans. C'était du temps où il venait de prendre ses fonctions de Premier ministre en 1984. Dans un gouvernement dit d'alternance, un gouvernement rotatif, ce qu'on appelle en Israël la fameuse rotatia, alors que moi je faisais mes premiers pas dans l'arène politique en Israël comme maire de la petite cité de Shlomi, frontière israélo-libanaise. Peres y viendra en visite sur mon invitation personnelle, ce qui était déjà, il faut dire, assez original, parce que comment un maire du Likoud, de surcroît d'une ville de développement, où Peres n'avait quasiment pas droit de citer, peut inviter Peres à se rendre en visite dans sa cité. C'est là où nous commencions nos travaux d'approche. Et à ce moment-là, Peres se sentait en fait investi d'un très lourd fardeau à cette époque-là. Pour ceux qui se souviennent, on sait que l'économie israélienne était en pleine déroute. Pour la seule année 1984, on avait enregistré une inflation de 400%, un taux annuel de 400%. Et je l'ai entendu, pour ainsi dire, un peu gémir lors de sa visite à Shlomi en disant « Quel destin, il fallait que j'arrive à ce moment précis des 400% d'inflation et me mesurer à ce défi. » Et la deuxième mission urgente dont il devait s'occuper, c'était non point le retrait total de l'armée israélienne du Sud-Liban, mais un retrait partiel que l'on a nommé un redéploiement de l'armée israélienne au Sud-Liban. Et ainsi, lors de ces 2 premières années en tant que Premier ministre, entre 1984 et 1986, Peres avait réussi un retentissant redressement de la situation économique en Israël pour la seule première année, ramenant le taux d'inflation de 400% à 15-20%, et puis pour la deuxième année, on était déjà à 4 ou 5%. Il faut dire aussi qu'il a été secondé par un brillant ministre des Finances appartenant au Likoud, quelque peu irrévérencieux, mais enfin très brillant,
Yitzhak Modai. Et ensemble, ils avaient accompli cette mission qui relève du salut d'Israël à cette époque-là. Dès la mi-86, au moment où Pérez cède son portefeuille de Premier ministre à Yitzhak Shamir en vertu de cette rotation, auquel il se substitue en ministre des Affaires étrangères, il initie des négociations secrètes avec le roi Hussein de Jordanie à Londres, ce qui apparaîtra un jour comme étant les négociations ou les accords virtuels. On était presque arrivé à des accords à ce moment-là entre Pérez et le roi Hussein de Jordanie sur l'avènement d'une future fédération jordano-palestinienne. Je reviendrai un peu plus tard sur ces accords, mais je voudrais simplement au passage signaler que l'un des mérites, et non des moindres, de ce gouvernement de rotation, d'alternance, fut l'amoindrissement des tensions politico-idéologiques entre les deux grands rivaux, entre le Parti travailliste et le Likoud, et la réduction du schisme entre séfarades et ashkénazes, qui à cette époque-là avait atteint un seuil périlleux à travers ces symptômes identitaires, culturels, socio-économiques, dans une société israélienne, une société de classe figée dans une profonde pathologie. Shimon Peres, autrefois le mal-aimé, l'homme maudit dans les bastions du Likoud, vous vous souvenez peut-être de l'accueil dans les villes de développement, les quartiers déshérités, gagne en légitimité et en popularité. Une tendance qui se confirmera lors du deuxième gouvernement d'union nationale entre 88 et 92 et qui atteindra une dimension de plénitude lors des 7 années présidentielles de Pérez entre 2007 et 2014. Sur l'accord de Londres, j'avais eu le privilège, en voyageant avec lui de Bruxelles, où il avait réuni les ambassadeurs israéliens en poste dans les capitales européennes de Bruxelles à Paris, d'accueillir cette confidence de sa bouche, peut-on dire, sur l'accord de Londres. On parle beaucoup du Pérez, homme de paix, c'est certain. Mais on n'oubliera pas quand même qu'il a été un activiste et toujours soucieux de la survie d'Israël. À ses yeux, à ce moment-là, l'émergence d'un État palestinien n'était pas l'une des perspectives qu'il envisageait avec sérénité. Ça lui posait beaucoup d'inquiétudes. Donc il m'a expliqué qu'au fond, ce qu'il souhaitait faire à travers cet accord avec le roi Hussein menant vers une fédération jordano-palestinienne, c'était d'abord, avec l'accord du roi Hussein, de transformer Amman en capitale fédérale de la fédération jordano-palestinienne et ce faisant, de lever le siège diplomatique sur Jérusalem. Il ne voulait pas se donner facilement à ce qu'on appelle la division de Jérusalem, dont on l'a d'ailleurs accusé dans toutes les campagnes électorales. Il a toujours été accusé systématiquement par le Likoud d'être le diviseur de Jérusalem. En même temps, en essayant de prévenir l'avènement d'un État palestinien, d'une armée palestinienne indépendante, il considérait que le risque sécuritaire d'Israël était ainsi amoindri, mais Shamir ne l'entendait pas de cette oreille parce que pour Shamir, il était inconcevable qu'Israël fît la moindre concession territoriale. Et donc on connaît la fin de cette démarche de Pérez qui a été ainsi avortée. Lors de mes 2 missions diplomatiques à Paris et à New York, issues
Je le rappelle, de nomination de David Davis a été rappelé tout à l'heure, qui a été mon mentor politico-diplomatique et qui reste un ami. J'aurais collaboré quand même sur les 7 ans de diplomatie essentiellement avec Shimon Peres. Peut-être plus de entre 5 ans et 5 ans et demi. Je peux dire que Paris fut indéniablement, hors Jérusalem, la ville culte de Shimon Peres. Grand architecte de l'âge d'or franco-israélien, un âge d'or qui a été une force motrice dans la constitution des capacités défensives de survie d'Israël, de ses capacités stratégiques. Il était l'ami proche de François Mitterrand, de l'élite socialiste française, d'intellectuels, d'artistes. Peres était vraiment dans son élément le meilleur dans la Cité des Lumières. Travailleur dans l'ombre tout au long de la phase préparatoire du tournant historique que sont les accords d'Oslo. Il débarque à Paris, sous l'œil des caméras du monde, un 3 septembre, donc 10 jours avant la signature des accords d'Oslo. Et il vient précisément à Paris pour non seulement informer son ami François Mitterrand qui était à Latché, mais en même temps essayer d'exprimer une forme de reconnaissance à François Mitterrand et, mettons, à l'ensemble de la classe politique française. Car pour ceux qui s'en souviennent, je me réfère au discours de François Mitterrand devant la Knesset le 24 mars 1982, lors de sa première visite d'État en Israël. Lorsqu'on a lu et retenu ce discours, on constate que les germes des accords d'Oslo y étaient déjà semés. Mitterrand avait décliné 2 grands principes par-delà la nécessité d'un dialogue direct entre Israël et l'OLP. C'était 1, la reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP. 2, la fin de la violence sous toutes ses formes. Et ces 2 éléments sont les 2 éléments constitutifs des accords d'Oslo. Alors c'est vrai que cet accord, datant déjà depuis 21 ans, qui n'a pas pu s'épanouir entre les 2 parties, est fortement décrié par une majorité, à l'heure actuelle, une majorité d'Israéliens. Néanmoins, il faut retenir une chose fondamentale. La reconnaissance mutuelle entre nous et les Palestiniens constitue un tournant dans la relation entre les 2 peuples. Songez au fait que cette reconnaissance mutuelle va mettre fin à un siècle de négation mutuelle et qu'elle œuvre en force motrice dans l'enracinement de ces accords, du dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Songez simplement aux derniers gestes que les Palestiniens ont faits aux Israéliens lors de cette vague d'incendie. Mahmoud Abbas, qui n'a pas les meilleures relations au monde avec Netanyahou, décide d'envoyer du renfort et délègue des pompiers palestiniens pour aider Israël à lutter contre le feu. Auriez-vous imaginé une telle scène il y a 21 ans, il y a 22 ans? Ça relève simplement de l'impossible. Alors je peux citer des exemples à longueur de festivals séfarades, mais enfin, on va se contenter simplement d'indiquer que, quelle que soit la situation entre Israéliens et Palestiniens, quelles que soient les phases souvent tragiques qui animent cette relation israélo-palestinienne, la reconnaissance mutuelle est là pour permettre au moins le maintien de la capacité de dialogue entre les 2 côtés. Pour ma part, je considère que les accords d'Oslo
sont des accords importants pour Israël, historiques. C'est leur mise en œuvre qui, malheureusement, laisse à désirer. Et la responsabilité incombe aux deux côtés. D'ailleurs, lorsque Shimon Peres était pressé par les uns et les autres de s'expliquer sur le fait même qu'il puisse dialoguer avec un Yasser Arafat, comme je dis un jour à mon ami Mourtar dans l'enceinte de l'Assemblée générale et à l'ambassadeur du Maroc à l'époque, Mohamed Ben Nouna, j'avais décrit Yasser Arafat comme un homme à deux demi-têtes. La demi-tête de l'homme d'État et la demi-tête du maître terroriste. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, Mourtar, Mohamed Ben Nouna m'a dit, est-ce que seulement il a une tête? Donc, Peres se saisissait de l'argument fondamental de la reconnaissance mutuelle pour illustrer et défendre les accords d'Oslo en disant, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes après cette foudroyante accélération de l'histoire due à la reconnaissance mutuelle, mais reconnaissez que Yasser Arafat est le seul Palestinien du siècle à reconnaître Israël. Et ceci est quelque chose, effectivement, d'incontestable. Peres, on l'a dit, aime la vie. Il s'évertue par-delà l'intensité et la gravité des affaires de l'État à en éprouver les mille et une facettes et pliures génératrices de bonheur issues de l'amitié, de l'échange intellectuel, du plaisir esthétique. À cet égard, Paris se posera en véritable fascinatrice, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et en une intarissable source de jouissance et de jouvence d'un Pérez qui saura durablement maintenir la vieillesse dans un périmètre de salubrité introublé. Il aimait bien à Paris, je l'ai vécu suffisamment de fois pour le savoir. Après un travail de forcené, c'était quelqu'un qui pouvait rencontrer 10 personnalités le même jour, ce qui est considérable pour un travail de diplomatie. Et le soir, se donner la liberté de dîner avec des amis. Et après le dîner, qui pouvait se poursuivre jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, Pérez n'allait pas dormir. Il vous demandait d'aller prendre un verre quelque part. Alors on était tous gardes du corps et accompagnateurs complètement rompus, cassés, mais Pérez était là pour reprendre à 5h, 6h du matin ses premières interviews sur Europe 1, sur les chaînes de télévision françaises. Et Paris a été effectivement, après la signature des accords d'Oslo, une plaque tournante dans les discussions entre Israéliens et Palestiniens, dans l'obtention des accords. Les accords économiques de 1994 ont été signés au ministère des Affaires étrangères. Il prenait le temps de voir ses amis, de consulter ce qui pouvait être utile. J'en citerai un entre beaucoup. Cette personnalité sera là la semaine prochaine pour votre festival, c'est Jacques Attali, avec lequel il avait des petits déjeuners régulièrement. Et Jacques Attali s'ouvrait en véritable professeur. Et Pérez l'écoutait comme un élève sur des sujets pouvant aller de la Banque centrale européenne à transposer au Moyen-Orient jusqu'au nucléaire, comme vous vous souvenez. Jacques Attali était investi à un moment donné d'une mission de faire un rapport sur le nucléaire dans le monde. Et Pérez s'était mis à son écoute en diverses occasions. Il me le disait très clairement après chaque rencontre. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup. J'apprends beaucoup de lui. À New York, durant les assemblées générales, Pérez était un homme très sollicité. Et il rencontrait beaucoup de ministres homologues
des personnalités étaient suffisamment à l'écoute des uns et des autres. Et quand l'occasion de rencontrer un Marocain se présentait, il la saisissait. Et Mortar l'avait rencontré à titre de Marocain. Un autre, Mohamed Ben Aïssa, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères, l'a rencontré aussi pour un échange assez conséquent sur la situation du processus de paix entre nous et les Palestiniens. Et à un moment donné, cet être de langage, Shimon Peres, qui aimait utiliser ces mots d'esprit, ces contre-pieds langagiers tout à fait inattendus, pour lui expliquer que la situation était complexe, lui pose alors une question et lui dit « Monsieur le ministre, savez-vous quelle est la définition d'une grue ?» Il a dit ça en anglais, et corrige-moi, Mortar, si je me trompe. « Mr. Minister, do you know what is the definition of a crane ?» Alors, Ben Aïssa était quelque peu interloqué, ne sachant pas où Pérez voulait en venir. Une grue, c'est une grue. Ah, Pérez lui dit, c'est vrai, mais une grue, c'est un pont en situation de frustration permanente. Donc, allez chercher dans les formules alambiquées de Pérez pour comprendre que la situation de ce processus de paix était une grue, c'est-à-dire en situation de pont latent, qui ne peut devenir et qui peut-être un jour adviendra. Il avait d'excellentes relations avec Kofi Annan, le secrétaire général. Je l'ai ressenti notamment lorsque Israël était acculé au pied du mur. Et là, des moments très difficiles au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale, lorsqu'Israël avait été accusé en avril 2002 de rien moins qu'un massacre à Jenin, ayant exterminé, selon des porte-paroles palestiniens, et d'aucuns sont des gens tout à fait sérieux, tout à fait talentueux. Il prétendait que nous avions tué 550 Palestiniens. Et donc, il y a eu un tollé à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale. Une réunion d'urgence a été convoquée et on a demandé à ce que le secrétaire général et le Conseil de sécurité prennent des dispositions nécessaires et mettent sur pied une commission d'établissement des faits. Ce que Kofi Annan, sur évidemment l'instruction du Conseil de sécurité, même des États-Unis, a mis sur pied, Pérez m'indiquant lors de l'une de ses rencontres à Washington avec Powell à l'époque, qu'il n'y voyait aucune opposition, aucune objection. Il m'a dit, dis à Kofi Annan que nous n'avons rien à cacher, que cette commission puisse voir le jour. Par la suite, cette commission, donc, qui a été composée de 4 ou 5 personnalités, notamment dans le domaine des droits de l'homme, s'était arrogé le droit d'un mandat illimité. Sa deuxième défaillance, c'est que pas un seul membre n'était expert en matière de terrorisme, en matière militaire. Donc on savait bien qu'Israël allait connaître une commission déjà biaisée dès le point de départ, ayant pour objectif de dénoncer l'insuffisance en matière des droits de l'homme, mais sans aucune expérience sur le terrain. Donc, après avoir considéré en principe favorablement l'accueil de cette commission, dès qu'on s'est aperçu que le mandat était excessif et que la composition était défaillante, il y a eu un repli du côté israélien. Et je suis allé voir Kofi Annan à plusieurs reprises, qui répondait à mes sollicitations pratiquement
en quelques minutes. Je n'avais pas à attendre des jours. Et il m'avait expliqué, écoute Yehuda, ce n'est pas mon idée, ça tu le sais. C'est la vôtre, celle de mon ami Shimon, que je ne peux pas désavouer en public, et celle des Américains. Alors il ne me reste plus maintenant comme choix que celui de dissoudre, to disband cette commission, et il l'a fait effectivement. 2 jours plus tard, devant le Conseil de sécurité, je dirais par amitié à Shimon Peres. Et à chaque fois qu'Israël devait se défendre, le plaidoyer de Peres en prise avec la réalité que je qualifierais de rocailleuse de ce conflit israélo-palestinien et des aléas de la gestation de la paix israélo-palestinienne, avait toujours, avec sa veine de visionnaire, les moyens d'écarter les affres et les stigmates d'Israël et d'essayer, grâce à sa crédibilité et son prestige international indéniable, d'accorder à Israël un coefficient de visibilité et de lisibilité parmi les nations. Quand il était pressé par ses interlocuteurs sur la nécessité de faire des concessions territoriales, ce qu'il concevait évidemment, notamment au lendemain des accords d'Oslo. Il avait à ce moment-là admis le principe de l'avènement d'un État palestinien. Et il défendait la solution à 2 États. Même si, je le rappelle ici, la notion même d'État palestinien n'apparaissait pas dans les accords. Les accords d'Oslo ne contiennent pas ce concept. Évidemment, il est en puissance dans ces accords, mais dans leur première phase, telle qu'elle est vécue jusqu'à maintenant, puisqu'il y a blocage depuis la mise en œuvre d'une partie de ces accords, on ne trouve pas en les lisant le concept d'État palestinien. Mais Peres en est devenu convaincu, sauf qu'il suggérait à ses interlocuteurs que les concessions territoriales d'Israël ne sont pas illimitées, en l'occurrence. Et il disait ainsi avec une petite note humoristique, Israël est un peuple riche en histoire et pauvre en géographie, pour indiquer le fait qu'il n'y avait pas grand-chose à remettre, ou s'il fallait remettre quelque chose, c'était dans les limites du possible. Et pour défendre certains faits accomplis, en matière d'implantation par exemple, dont certaines, à ses yeux, n'étaient plus restituables, il disait, écoutez, il prenait son stylo et faisait un petit schéma. Vous voyez, avec un œuf, vous pouvez faire une omelette. Mais l'omelette ne vous restituera jamais votre œuf. Et ainsi, il voulait dire, ce qui est fait est fait. Certains faits sont accomplis et il faut les accepter en tant que tels. On sait que sur le plan de la politique intérieure, Shimon Peres aura connu des phases de confrontation amères, aussi bien à l'intérieur du Parti travailliste, qui ne se souvient de la rivalité avec Yitzhak Rabin pendant 2 décennies, de la mettons, décennie 70 jusqu'en 92, jusqu'aux accords d'Oslo. Au sein du Parti travailliste, au nom du Parti travailliste, dans ses campagnes électorales, avec le leadership comme avec les partisans surchauffés du Likoud, ou à la Knesset. Ses joutes oratoires sont célèbres, avec son profil léonien en train de débattre avec les uns et les autres. À l'avènement du gouvernement Barak, à la veille des élections de mai 1999, Shimon va explorer quelques alliances politiques possibles. Et je me souviens d'ailleurs d'une rencontre que son bras droit de l'époque,
l'un de ses bras droits. Nissim Zvili avait suscité, il était venu me voir à la Knesset en me demandant, Yehuda, est-ce qu'on peut explorer une possibilité de liste commune entre Shimon Peres et David Lévy? J'ai dit, je poserai la question à David, et on verra. Shimon se sentait nettement marginalisé par Barak. Il voulait donc un échappatoire. Alors on se met à table, au buffet de la Knesset, et pour lancer la discussion, Shimon demande à David s'il avait lu le livre d'un de nos députés, tout à fait remarquable. Je ne veux pas en dire son nom, ni de celui de son compère. Ils étaient deux à écrire un livre à ce moment-là, un livre d'entretien, parce que Pérez ne leur vouait pas beaucoup de considération, et la réciproque était vraie de leur côté. L'un était donc député, l'autre était professeur d'histoire à l'université de Tel Aviv. Voilà une petite allusion en chemin. Et il dit à David, est-ce que tu as lu le livre d'un tel? Il dit, non, je ne l'ai pas lu. Alors il dit, écoute, tu n'as rien perdu. Il s'agit simplement d'un mégalomane qu'interroge un narcisse. Voilà sa manière aussi, quelquefois cinglante, de régler les comptes. Pérez obtiendra le ministère du développement régional sous Barak, mais il reviendra rapidement, lorsque Barak quitte le pouvoir, battu par Sharon, au poste de ministre des Affaires étrangères. C'est en fait sa dernière mission proprement politique avant son élection en 2007 à la présidence de l'État. Et c'est dans cette fonction qu'il se pose en grand rassembleur du peuple israélien, toute classe politique et ethnique confondue, et qu'il dote Israël d'un prestige international considérable. En président élu pour un septennat unique, Pérez est libre de toute contrainte politique et veille à entretenir la flamme de la paix lorsque celle-ci s'amoindrit dans les méandres et ruptures du dialogue israélo-palestinien. Par ailleurs, Pérez donne aussi libre cours, à travers les conférences annuelles du président, à sa vocation d'homme du futur. Jacques Attali, d'ailleurs, avait participé à de très nombreux rassemblements de ce type. Les grands thèmes que discutent des experts mondiaux de premier plan investissent des horizons divers, la haute technologie, l'éducation, l'environnement, l'économie, la paix. Autant de domaines que Shimon Peres continuera à animer et à faire rayonner à partir du Centre Peres pour la paix, ainsi qu'à l'occasion de ses rencontres à l'échelle internationale. Pour terminer, je voudrais évoquer un souvenir personnel, pas très ancien, peu de temps avant le départ de Peres. Nous sommes en juin 2015 et Peres est invité par le magazine économique Forbes pour faire une conférence à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Sachant que j'avais quelques relations déjà assez anciennes et assez privilégiées avec le président Sassou Nguesso du Congo, il m'avait demandé de venir le voir pour le briefer sur la situation. Il m'a invité chez lui, dans son appartement privé, et on s'est engagé dans une discussion à bâton rompu sur des choses et d'autres, évidemment sur le Congo, sur Sassou Nguesso, pendant 1h30. J'étais à ce moment-là seul, avec la sécurité devant sa porte. Et en le quittant, j'observe qu'il n'a que 2 portraits, l'un sur son bureau, de David Ben-Gurion, qui était son maître évidemment, et celui de Théodore Herzl, accroché à l'un des murs du vestibule de sortie. Je me retourne vers lui et je lui dis, Shimon,
je constate que tu n'as que ces deux personnages. Qu'as-tu fait des milliers de photos, de tes photos, avec des générations de leaders mondiaux? Il observe une pause et me dit ensuite, Yehuda, écoute, je suis arrivé à la conclusion que les deux figures centrales de l'histoire humaine sont Moïse et Albert Einstein. Voulant ainsi dire que, toute proportion gardée, ils ne se hissaient pas à leur niveau. Voilà, chers amis, ce que je sais de Shimon. L'histoire de Thérèse vous en dira plus, évidemment. Je vous remercie de votre écoute et de votre amitié. Merci. Merci beaucoup, Yehuda. Nous avons annoncé la présence parmi nous de l'ambassadeur Mokhtar Lamani, qui a connu Shimon Peres et qui aimerait dire quelques mots au sujet de cette personne. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de remercier tout le monde, Daniel Amar, pour cette invitation. J'ai reçu un coup de fil ce matin. Je venais de rentrer de Washington après, pour discuter un petit peu du Moyen-Orient, mais d'autres problèmes du Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, l'État islamique. Quand j'ai reçu l'appel, qu'elle m'a dit que mon ami que j'ai connu, on a travaillé ensemble à New York pendant des années. Et on a eu des hauts et des bas en beaucoup de choses sur lesquelles on a été d'accord, des choses sur lesquelles on n'a pas été d'accord. Shimon Peres, comme tout observateur politique, j'ai suivi de loin un petit peu de politique, mais ce que j'aimerais dire sur les hommes, j'aimerais tout d'abord faire une petite comparaison et rappeler quelque chose dans l'histoire récente. En 1939, avec du nazisme et de la Deuxième Guerre mondiale, et puis tous les malheurs que ça a causé cette guerre immédiatement après, en 1945, je ne pense pas qu'à ce moment, en 1945, que des Français puissent penser faire quelque chose avec les Allemands et vice-versa. Mais le hasard a voulu que, en quelques années, ils ont eu, les deux peuples, allemands et français, deux visionnaires, De Gaulle et Adenauer, qui ont repensé une nouvelle Europe. Et maintenant, nous avons une génération d'Européens, spécialement de Français et d'Allemands, qui pensent ne plus jamais avoir de guerre entre eux. C'est pratiquement inimaginable. Je pense que si ça a été possible en Europe, ça pourrait être possible partout. Ce que je demanderais, moi, c'est beaucoup plus de faire l'effort de comprendre l'autre, comment il pense, pourquoi il en arrive là. Je vois dans le conflit israélo-palestinien, c'est deux peuples meurtris, mais qui pensent profondément être victimes l'un de l'autre. Ça, c'est une réalité très, très, très profonde. Je vous citerai juste un tout petit exemple. Il y a quelques années, avant que je parte en Syrie et en Irak, m'adressais à des jeunes étudiants palestiniens qui venaient de Gaza en Égypte. Et je parlais de la paix. Il faut tourner les pages, il faut la paix, que l'extrême majorité des mères qui sont en train d'éduquer des enfants, ils veulent la paix, ils veulent vivre en prospérité, qu'elle soit palestinienne, israélienne, juive, chrétienne, musulmane ou quoi que ce soit. Malheureusement, cette majorité silencieuse n'a pas toujours la parole. Et l'histoire nous a appris que nous n'avons pas toujours eu comme des De Gaulle et d'Adenauer, nous n'avons pas toujours eu comme des Winston Churchill, qui sont dire au bon moment qu'il a su dire aux Anglais, non, il faut faire la guerre contre le nazi parce que c'est un danger, même s'il était très minoritaire. Malheureusement, au Moyen-Orient, quand il y a eu des personnalités qui ont cette vision, ils n'ont pas été de part et d'autre en même temps. Et pire encore, ils étaient assassinés par les leurs, les extrémistes. Et nous n'avions eu que des politiciens qui viennent dire au monde, nous avons tous raison et les autres sont tous mauvais. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça. C'est comment avoir des gens, non pas pour être élus, dire aux gens, je suis votre protecteur, mais il y a des malheurs. Le peuple juif, à travers l'histoire, c'est l'évidence, si quelqu'un ne reconnaît pas, c'est soit par méchanceté, soit par une ignorance inexpliquée. Et il y a aussi énormément de souffrance, c'est le peuple palestinien aussi.
C'est pour ça que lorsqu'il y a eu cette thèse d'avoir 2 États pour les pays, il va falloir dire la vérité à beaucoup de gens. J'aurais aimé, Yehuda, quand tu as évoqué Shimon Peres, l'un des grands problèmes que Shimon Peres et que le gouvernement travailliste ont eu, c'est les implantations. Ils sont illégaux, les implantations, parce que dire nous avons être 12 États, et ce qui nous appartient maintenant est négociable, mais ce qui vous appartient est très négociable. Et tout, il va falloir faire des décisions et puis voir l'histoire et rêver que dans quelques années, que dans quelques décennies, les enfants qui seraient là, ils vont rigoler pourquoi les autres étaient en train de s'entretuer. J'ai été récemment envoyé spécial et je viens de démissionner de Syrie, envoyé des Nations Unies. Auparavant, dans les années 2006-2007, j'ai fait aussi l'Irak. Et je peux vous dire que le Moyen-Orient, il me fait peur. Il me fait peur. Si dans les années 90, avec ce qui se passait en Somalie ou en Sierra Leone, on commençait à avoir une nouvelle notion en droit international de failed state. Je ne sais pas comment on dit failed state en français. Un État qui échoue. Je crains qu'au Moyen-Orient, on va avoir une nouvelle notion en droit international, failed region. Parce que le sectarianisme, c'est un problème qu'on a à cause des religions et ça me fait peur parce qu'aucune guerre ne doit être religieuse. Ça doit être politique parce que sur le plan politique, on peut finir par avoir un arrangement. Si ce n'est pas maintenant, c'est dans 2 ans, comme mon ami Houda a mentionné, que ce qui a été vécu maintenant, il y a 22 ans, il était pratiquement impensable. Oui, il y a tellement de choses, mais il faut aller beaucoup plus vite. Et je crois, de part et d'autre, c'est tout le monde, que cette majorité silencieuse de ces femmes qui pensent à la paix, à éduquer leurs enfants et à vivre ensemble, à avoir des ponts au lieu des murs qui séparent, c'est ça qui est tout à fait nécessaire. Et j'espère dans la région avoir beaucoup de gens avec une vision de voir l'histoire, même s'il n'est pas comprise. Il ne faut pas oublier encore et encore Winston Churchill, quand il a décidé de rentrer en guerre, il n'y avait même pas 10% des Anglais qui étaient en accord parce qu'ils pensaient avoir un accord avec Hitler. Mais l'histoire lui a donné raison. L'histoire ne donnerait pas raison à des gens qui essayent de plaire juste pour être élus, mais ne rien faire pour leur peuple. Merci beaucoup. Vous avez évoqué, monsieur l'ambassadeur, les prières quotidiennes du peuple juif qui ne rêve que d'une chose, vivre en paix dans un pays tranquille, dans la prospérité et la tranquillité. Alors c'est le vœu que nous formulons tous les matins. Monsieur Amselem veut dire quelque chose, avec plaisir, monsieur le président de la fédération. Je pense que M. Bachéja se donne beaucoup de travail, beaucoup de passion pour nous réunir dans des conférences toujours intéressantes et emballantes. Alors, je me suis permis de lui acheter un livre et lui offrir au nom de la Fédération Sfarade du Québec. Merci beaucoup. Alors, je voudrais, en votre nom à tous, exprimer nos remerciements à l'ambassadeur Yehuda Lankri qui nous a accordé ce moment délicieux et également remercier également le président de la Fédération séfarade du Canada, le président de la communauté séfarade unifiée du Québec, M. Mokhtar Lamani et également le président du Festival séfarade de Montréal. Et je vous invite à aller assister à toutes les soirées. Ça va être passionnant. Merci et à bientôt.